Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se fait une petite question-réponse. On répond à plein de questions que vous nous avez posées sur Facebook et YouTube. Puis on fait ça pas mal à chaque année, ce genre de vidéo-là. Je trouve que c'est un bon repère d'où on est rendu à chaque année parce que toutes les choses évoluent, nos projets se modifient avec le temps. On change de véhicule, on change tout le temps de destination de projet. Fait que c'est comme un bon moment de faire le point sur le passé, le présent et le futur. Puis en même temps, de vous tenir au courant de tout ce qu'on fait là-dedans. Ben même nous, je trouve que ça nous fait revivre un peu notre passé puis de voir toutes les choses qu'on a faites, jusqu'où on s'est rendu dans les dernières années. Ça nous pousse même à réfléchir sur le futur parce que Ben des fois, on dirait après toutes ces années-là, on est comme moins enclin à regarder trop dans le futur parce que sinon, on dirait qu'on vit plus dans le moment présent avec ce mode de vie-là. Fait que là, grâce à vous, on se projette un petit peu dans le futur à travers ça. Fait qu'on y va dessus avec la première question. Oui. La première question, en fait, c'est une question à deux volets, mais les deux sur le même sujet au niveau de l'Europe. Qu'est-il devenu de notre VR qu'on avait laissé en Europe et quel type de véhicule on recommanderait pour voyager en France? La première chose pour ce qui est de notre véhicule à nous, il faut savoir qu'on ne l'avait pas loué, mais on l'avait vraiment acheté, notre Renault Trafic. Notre ambition au départ dans ce projet-là, c'était de le conserver à long terme puis de retourner de temps en temps, aller faire des petits bouts de voyage avec ce véhicule-là. Mais il ne nous convenait pas. On n'était pas super bien à l'intérieur, autant pour dormir, travailler, manger. Puis nous, c'est un peu ça l'important d'un VR, c'est qu'on soit confortable pour ces choses-là. Pour dormir, il faut qu'on dorme bien, puis il faut qu'on soit confortable pour travailler aussi. Puis on ne l'était pas dans ce véhicule-là. Bien, dans le sens que on était là 3 mois, mais pas 3 mois, un voyage et puis c'est tout. C'était vraiment un voyage qu'on allait travailler en même temps. Puis je pense que quand on travaille, oui, ça demande un confort un peu plus que si c'était seulement, mettons, du camping en tente pour une petite période déterminée. Ce véhicule-là, on l'avait acheté à mon frère qui, lui, l'avait adoré puis il avait fait pratiquement un an complet de voyage avec sa famille à l'intérieur. Sauf qu'eux passaient la journée toujours à l'extérieur. Ils allaient juste dans le véhicule pour dormir, manger puis faire de la route. Fait que pour eux, ça convenait tout à fait, mais pour nous qui passons près de 40 heures par semaine à travailler sur nos ordis dans le véhicule, c'était pas le véhicule idéal. C'était pas idéal, non, c'est ça. Fait que bref, on a décidé de le vendre, mais on n'a pas réussi à le vendre parce que là, justement, vu que le plan n'était pas de le revendre, on n'était vraiment pas dans la bonne période de l'année, juste avant le temps des fêtes, pour essayer de le vendre. Fait qu'on n'a pas réussi à le vendre avant de partir. On l'a laissé entre les mains du courtier qui l'avait vendu à mon frère à ce moment-là. Puis c'est lui qui s'est occupé de la vente pendant notre absence. Le véhicule, il s'est vendu, je pense, en mars ou avril dernier. Puis finalement, on a réussi à récupérer notre argent. Puis si on retournait en France, puis il était le deuxième volet de la question, quel type de véhicule on aurait? Peut-être plus quelque chose de similaire au format d'une vanne ou d'un fourgon pour les Français, qui serait un peu plus adapté à notre mode de vie. Mais le véhicule parfait pour voyager en France, je dirais qu'il y a comme deux options. Ou bien vous y allez vers un véhicule très, très minimaliste, tout petit, qui passe partout. Tu sais, exemple, le Ford Nugget, qui est un bon exemple là-bas, je trouve, qui est vraiment super le fun, que nous, on n'a pas, mais qui est un petit genre de petite minivan avec un toit pop-up, un peu comme les Westphalia qu'on avait ici à l'époque au Canada. Puis, soit ça, parce qu'eux vont pouvoir passer en dessous des barres qu'ils mettent partout, parce qu'en France, ils ont installé des barres très basses pour empêcher tous les véhicules récréatifs, les vannes ou tout ça, de rentrer dans les stationnements de tous les commerces ou de tous les stationnements de plages ou d'attractions touristiques. Fait que ça limite beaucoup l'accès aux gros véhicules. Fait que c'est soit vous y allez vers quelque chose de très petit comme ça, si vous êtes à l'aise de voyager là-dedans, ou soit vous y allez vers un fourgon, un peu comme on a ici, là, nous on a le Ram ProMaster ou le Sprinter, là-bas il y a plein d'équivalents là-bas qui vont ressembler à ça, qui vont vous donner un confort similaire. Je pense que c'est peut-être les deux options. Soit vous y allez pour quelque chose de plus gros, plus confortable, mais vous allez être plus limité au camping puis aux aires de camping-car. Puis sinon, vous y allez vers quelque chose de plus petit si vous voulez faire du camping sauvage en vous installant un peu n'importe où. Mais là, c'est ce qu'on sait de la France. Oui, pour le reste de l'Europe, ça va peut-être différer, mais la question était par rapport à la France. Ouais. Deuxième question. Après tout ce temps sur la route, avez-vous l'impression d'avoir fait le tour? Quelles sont les prochaines destinations qui vous font rêver? Pour ce qui est d'avoir fait le tour, on pourrait avoir l'impression qu'on a fait le tour avec un style de véhicule. Puis c'est une des raisons justement pourquoi on a évolué avec le temps. On est passé de la plus petite roulotte,
Puis après ça, on voulait faire des voyages un peu plus confortables. Fait qu'on est allé vers l'Airstream qui était plus long, plus adapté à faire des voyages plus lents dans des destinations plus relaxes où il y a des grands campings avec des espaces comme la Floride, comme la Californie, etc. Puis une fois qu'on avait l'impression d'avoir fait le tour de ce style de voyage-là, ben là, on a évolué vers un véhicule plus d'aventure qui nous permettait d'avoir accès à des destinations qu'on a peut-être déjà fait, mais version hivernale ou dans d'autres saisons qui sont complètement différentes. Fait que je pense pas qu'on pourrait jamais dire qu'on a fait le tour, même si oui, grosso modo, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, on commence à avoir fait pas mal toutes les destinations qui nous intéressaient le plus, mais il reste toujours des petites choses qu'on a laissées un peu partout, qu'on n'a pas faites. Fait que je pense qu'on pourrait refaire le même voyage qu'on a déjà fait dans une même destination, puis revivre des choses différentes. Fait que ça serait quand même agréable, mais assurément que pour ce qui est de nos prochaines destinations puis nos prochains projets, on vise des voyages différents. On aimerait ça faire le reste de l'Europe. Là, on a juste fait la France, l'Espagne, un petit bout de la Suisse, mais on a été vraiment hyper intéressés par l'Europe. Puis même au-delà de l'Europe, il y a plein d'autres destinations qui nous intéressent ailleurs dans le monde. Il y a le reste du Mexique, on aimerait ça continuer le voyage qu'on avait commencé avant la pandémie. Fait qu'il reste encore beaucoup de destinations qui nous excitent. Fait que je pourrais pas dire qu'après 7 ans, on a vraiment l'impression d'avoir fait le tour puis qu'on a pu la flamme du voyage. On a encore vraiment envie de voyager. Je sais pas pour toi, ça serait quoi, mettons, tes top destinations que tu aimerais visiter dans les prochaines années? Bien, assurément, l'Europe, ça me parle beaucoup. Le Mexique, j'ai vraiment aimé ça, mais on dirait que il n'y aura pas de nouveauté si on y retourne. On dirait que j'ai pas la flamme encore du Mexique, mais j'ai juste comme des bons souvenirs, mais je sais pas comment expliquer ça. On dirait que j'ai le goût de nouveauté et non de retourner dans ce qu'on a connu, mettons. Oui, mais le Mexique, il nous reste quand même une grosse portion qu'on n'a pas visitée, mais je comprends dans le sens que c'est la même culture qu'on connaît, c'est la même bouffe. C'est tous des trucs qu'on aime, mais c'est pas autant nouveau que d'aller dans un nouveau pays qu'on connaît rien puis qu'on n'a jamais rien vu. Ouais, c'est ça. Je comprends le point de vue. Je serais vraiment pas déçue de retourner au Mexique. C'est juste que si j'avais, mettons, demain à choisir, je voudrais prendre l'avion vers l'Europe. Puis ce qui reste à déterminer aussi, c'est de quelle façon on fait ces destinations-là, parce que vu qu'on est rendu à aller au-delà de l'Amérique du Nord, si on veut aller, exemple, en Amérique du Sud et tout ça, là, il y a plein de complexités par rapport aux véhicules. Justement, on parlait de peut-être même exporter notre véhicule puis de le faire transporter jusqu'en Europe puis de voyager avec le loquet en Europe. Puis finalement, on a appris qu'on serait un petit peu limité par le fait qu'il y a un poids qui est très important et que ça prend des permis spéciaux et qu'il y a des villes qui ne nous permettraient pas l'accès avec notre véhicule. Fait que là, bref, ça a un peu cassé ce volet-là du projet d'envoyer notre Loki. Fait que là, à ce moment-là, est-ce que si on veut découvrir l'Europe, on le fait en location avec différents véhicules à chaque fois? Est-ce qu'on en achète un là-bas, qu'on laisse là-bas? Bref, il y a plein de... C'est sur la table. On en discute, on fait nos recherches, puis... On y réfléchit, mais c'est assurément dans nos prochains... Nos plus hautes destinations, mettons, sur notre liste, ce serait de retourner en Europe. Je pense que c'est dans les prochaines choses qu'on a vraiment en importance, mais on ne dit pas que ça ne sera pas d'autres choses. Puis c'est très difficile à planifier ou à réfléchir longtemps d'avance. On aime mieux y aller un petit peu au gré du vent, puis quand on voit qu'on a un trou dans notre horaire, que c'est vraiment le temps où on pourrait y aller, bien, on bloque ces dates-là, puis après ça, on planifie tout en fonction de le faire, puis de le réaliser, ce projet-là. Fait que pour l'instant, c'est pas encore rien de confirmé, mais c'est ce qui est dans l'air. Troisième question, puis elle est revenue quelques fois aussi, celle-là, elle était quand même populaire, puis j'ai été étonné, ça m'a comme pris par surprise un peu. C'est entre autres de Sylvie Roy qui nous pose la question suivante. Vous êtes de merveilleux profs, quel endroit vous ne retournerez pas? C'est dur. Je pense que la question, ce qu'elle recherche à savoir, c'est est-ce qu'il y a une destination qui nous a déçus peut-être? J'ai l'impression que c'est un peu ça qui est caché derrière cette question-là, un peu. Là. Mais j'en ai pas. Mais on n'a pas vraiment fait de voyage où on a été vraiment déçus de quelque chose en particulier parce que c'est vraiment... Je pense qu'en vivant un mode de vie nomade comme ça, on devient très ouvert à toutes ouvert au monde, aux cultures, à la façon de vivre des gens sur place. On a tout le temps quelque chose à apprendre, tu sais. Ouais. Ah! J'en ai une. Oh. On avait fait une croisière dans le temps que tu travaillais chez Multiprêt. Puis c'était un des arrêts en croisière qui avait été ravagé par un ouragan. Puis ils ont dû reconstruire. Puis en reconstruisant, quand on est débarqué, on a trouvé ça très américanisé, très attrape-touriste. C'était à... C'est-tu à l'entrée de Cozumel? Non, c'était à l'entrée de... C'était quelque chose Mujeres. C'était Playa Mujeres ou Costa Mujeres, quelque chose comme ça. Je
Je me souviens plus. Mais bref, c'était juste une petite destination. Mais Oui, j'avoue oui. que dans le style de destination comme ça, très attrape-touriste, très peu authentique, c'est moins intéressant. Mais il y en a beaucoup des c'est pas là qu'on destinations avait comme été ça. faire Là. du scooter. Tu sais, il a fallu qu'on Non, sorte de ça c'est ça. Cozumel, mais c'est vraiment juste où il y a le port. Mais le reste de l'île, Ouais. c'est pas du tout américanisé. Là. C'est très typiquement mexicain. Là. Mais bref, c'était un arrêt en croisière. Mais je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce genre de destination-là, très, tu sais, des tout inclus. Il y en a beaucoup qui ressemblent à ça aussi, là, où c'est vraiment comme si on restait chez nous, mais qu'on était là-bas en vacances. Là. Tu sais, c'était C'est vraiment... moins notre tu sais, style, on va on dire. débarquait, puis on devait faire un parcours à travers des boutiques. Il n'y avait aucune sortie. On était obligés à vivre ça puis à passer là. Ouais. Ça c'était pas... c'était pas agréable comme... C'était pas une expérience authentique. Mais du tout, là. j'essaierai de retrouver le nom, puis je On l'écrirai. l'écrira. Mais bref, pour ce qui est de nos voyages en VR, par exemple, ça nous est jamais vraiment arrivé de vivre une expérience très, très négative à une destination. Mais si on devait dire une destination que on ne planifie pas de retourner de sitôt, puis c'est parce qu'on l'a vraiment fait en long et en large, mais c'est la Floride, mais je pourrais pas dire qu'on n'y retournera jamais parce que non. c'est pas qu'on l'a pas aimé, c'est plutôt que ça fait 4-5 fois qu'on y va au total dans notre vie. On a vraiment fait pas mal toutes les activités qu'il y a à faire, là, vraiment, dans tous ces voyages-là. Mais je dis pas qu'on y retournerait pas parce qu'on aime ça y aller, puis la température est belle, il y a tout le temps de des la choses à nouveauté, offrir. puis c'est quand même une destination intéressante. Mais c'est Mais ça assurément... répond pas, ça répond, c'est dévier la question. Ben, je la dévie, mais en même temps, elle dit où je retournerai pas. Assurément, dans les prochaines années, c'est pas prévu qu'on y retourne parce que justement, on y a été assez souvent. Fait que... Mais on le sait pas parce que demain, ça se peut bien qu'on y retourne. Peut-être. Il faut jamais dire jamais. C'est ça qui est dur Ben, dans la c'est vie, ça. je trouve. Fait que moi, en tout cas, bref, moi, c'était ma place en croisière, puis toi, tu retourneras pas en Floride. Moi, on va y aller. C'est bon. Le prochain groupe de questions, c'est revenu très, très souvent, puis je pense qu'on en a déjà parlé assez souvent. Fait que vous êtes peut-être des nouveaux abonnés pour ceux qui ont posé des questions par rapport à Internet sur la route. C'était un sujet qui a été couvert en long et en large dans des vidéos, dans des contenus sur notre blog. Puis je pense que la meilleure référence que je peux vous donner, c'est un article de blog qu'on a écrit il y a quelques temps qui est sur notre site web puis que je mets à jour de temps en temps quand il y a des nouveautés ou des nouveaux programmes qui sont disponibles pour Internet. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, dans le petit i sur YouTube, dans les commentaires sur Facebook. Vous pourrez aller consulter puis avoir toutes les informations par rapport à Internet sur la route, toutes les options qui s'offrent à vous selon votre budget, selon vos besoins en termes de consommation et tout ça sur la route. Puis, il y a une autre question qui revient souvent, qui est en lien avec Internet, surtout de la part de nos abonnés québécois, c'est comment on fait pour avoir accès aux postes de télé québécois quand on est sur la route, parce que vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous êtes aux États-Unis ou dans d'autres pays, les sites web des postes de télé québécoises ne sont pas accessibles parce qu'ils sont barrés vraiment dans le territoire du Canada. La technique que nous, on utilise, c'est d'utiliser un VPN qui nous permet de changer notre adresse IP d'endroit puis d'aller dans un serveur, exemple, au Québec, pour être capable d'avoir accès à tous les contenus du Québec. Donc, ça fait comme simuler que notre connexion Internet est au Québec. Puis nous, on utilise Surfshark, qui est notre commanditaire justement pour la vidéo d'aujourd'hui. Surfshark, c'est un VPN qui est utilisable sur tous vos appareils, que ce soit des appareils Android, des appareils Apple, vos ordinateurs, tablettes, etc., que vous pouvez installer une petite application, puis en 2 clics, vous pouvez changer votre adresse IP d'endroit. Ça vous permet d'avoir accès au contenu de ce pays-là. Mais ça fonctionne aussi à l'inverse. Si vous êtes au Québec puis vous voulez avoir accès, exemple, à la bibliothèque Netflix qui est disponible en Europe ou aux États-Unis, bien, vous pouvez le faire à l'inverse aussi. Puis, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description pour prendre un abonnement avec Surfshark. Puis, en utilisant notre code promo, ça vous donne 3 mois gratuits. Fait que merci à Surfshark de commanditer la vidéo puis de nous permettre d'écouter nos émissions. Comme nous, on aime bien écouter Survivor et Big Brother quand on est sur la route. C'est nos 2 émissions préférées qu'on écoute même à distance quand on n'est pas au pays. Fait que c'est bien intéressant pour ça. Puis en plus, bien, ça rajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre connexion. Comme ça, vous évitez, si vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics, soit dans les campings ou dans des commerces, bien, ça permet de sécuriser votre connexion. Fait que c'est bien utile d'avoir un VPN sur vos appareils. On a une question qui est très pointue là-dessus. Pointue. C'est Mauricio qui nous demande, est-ce que YouTube est si payant pour acheter un condo et un Lucky Base Camp en pleine récession?
Oui! Ben Non. Pas du tout. Ça serait le fun de dire oui, tu sais, mais non. Je pense que je suis allé dernièrement dans nos statistiques sur YouTube des 7 dernières années, parce qu'on a commencé en 2016. Puis, as-tu une idée, toi, Val, qui surveille pas vraiment ça? Combien d'argent tu penses qu'on a pu faire en 7 ans sur YouTube à créer quoi? Puis tantôt, tu as dit quoi? 493 vidéos sur YouTube. Ouais, quelque chose comme ça, hein. On a fait 60 000 en 7 ans sur YouTube. Fait qu'assurément, c'est pas avec ça que tu te payes un Loki, un condo et que tu peux voyager à temps plein. C'est vraiment juste un petit supplément. Ça nous donne peut-être un 1000 à 2000 $ par mois selon la quantité de vues que ça génère. Puis cet argent-là provient des publicités qui sont intégrées dans nos vidéos que YouTube va placer un peu partout. Mais assurément, on ne peut pas vivre avec juste ça. Puis ça ne nous permettrait pas de créer autant de contenu et de vidéos qui sont gratuites pour vous sur les médias sociaux. Fait que ça prend plein d'autres sources de revenus. Par là, j'entends des commanditaires, comme on vient de parler tantôt de Surfshark qui commandite l'épisode d'aujourd'hui. Bien, ces commanditaires-là nous permettent justement de nous procurer notre équipement, nos caméras, ça coûte super cher, notre connexion Internet qui coûte cher, nos dépenses de voyage sur la route. On est dans un domaine de création de contenu qui est très dispendieux, le voyage. Oui. C'est pas comme juste certains domaines, exemple le gaming, où les gens, ça coûte cher d'équipement pour... Mais ils restent à la maison, tu sais. C'est ça. Nous, on a des gros frais de déplacement, des frais de véhicule, les frais de camping, les frais d'activité. Bref, ça coûte cher voyager. Fait que on n'a pas le choix de passer par des commanditaires, des partenaires. Notre boutique en ligne aussi, la plateforme Patreon aussi. Oui, où on a des abonnés. Dans nos débuts, en fait, au départ, on essayait de ne pas avoir à incorporer de commanditaires ou de publicité à travers nos vidéos. Puis notre idée était de fonctionner seulement avec Patreon, mais malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui ont embarqué dans le projet pour avoir du contenu supplémentaire sur Patreon. Fait qu'on a été obligé de... Le parapluie qui est parti au vent. C'était l'ombre pour M. Bond. Fait qu'on n'avait pas le choix si on voulait se consacrer à temps plein dans ce projet-là de création de contenu et de voyager à temps plein puis de poursuivre les aventures à long terme sans être limité, parce que les premières années, on n'avait pas le choix. Moi, j'avais gardé mon emploi puis ça ne nous permettait pas de faire autant de contenu qu'on le fait aujourd'hui. T'sais, la première année, on avait fait combien de vidéos? 13. 13, fait qu'à peu près une vidéo par mois, grosso modo, puis c'était vraiment le seul temps qu'on avait. Alors que là, aujourd'hui, on se maintient à peu près à une vidéo par semaine, donc à peu près quasiment 50 vidéos par année depuis les 4-5 dernières années qui sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube gratuitement. Fait que, bref, c'est ça. On n'a pas le choix de passer par d'autres sources de revenus pour être capable de monétiser notre projet et d'être capable de continuer à voyager sur la route à temps plein. Prochaine question. On va aller voir ça. Bing, arrête de japper, on est seul. On est seul, mon amour. OK. Ben, tu vois, c'est par rapport à notre travail aussi. Je serais curieuse de savoir combien de temps cela peut prendre pour faire le montage d'un épisode. Et parfois, on voit le drone et on se demande souvent qui le conduit. Exemple, quand vous êtes sur l'eau. Merci. Et ce message venait de la folle qui nous a envoyé la main hier en fin de journée sur le boulevard Sainte-Anne en nous dépassant. Ça, c'est Joanne. Ben, salut Joanne, premièrement. Merci de nous avoir envoyé la main. Ça nous a fait un petit moment de bonheur. C'est toujours le fun, ça, quand on est sur la route. Des fois, on est comme bien concentré sur la route. Puis là, il y a quelqu'un qui nous envoie la main tout souriant. Ça nous remonte le moral, puis ça nous motive à faire des vidéos pour vous, justement. Puis pour répondre à la question de Joanne, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pas qu'est-ce que tu en penses, mais plutôt comment de temps ça prend de faire un épisode de Prêt pour la route? Parce que c'est plus toi qui fais après le tournage. Bien, ça dépend de la vidéo. Ça dépend. Est-ce que c'est une vidéo justement promotionnelle? Est-ce que c'est une vidéo de voyage? Est-ce que. Tu sais, c'est quoi la vidéo? Mais la plupart du temps, faut dire aussi que je me suis améliorée avec le temps. Parce que si on recule dans le passé, je pense que ça me prenait 3 jours faire une vidéo. Maintenant, je suis capable de monter en une journée. Puis, ça dépend, comme on dit, ça dépend. Parce qu'il y a des épisodes, des fois, que ça peut prendre quasiment une semaine à faire le montage. Des épisodes très longs avec beaucoup de contenu. Exemple, Expédition 51, qui est un épisode qu'on a fait il n'y a pas longtemps de 30 minutes de contenu avec beaucoup de stock. Il y avait à peu près 5 à 10 journées de tournage à l'intérieur. C'est ça, c'est 5 à 10 journées de tournage. Fait que là, oui, ça va me prendre une semaine à faire le montage. Mais si c'est une journée qu'on filme comme aujourd'hui, du début jusqu'à la fin de notre journée, mettons, on visite Charlevoix, mettons, ben là, ça va me prendre 8 heures assurément de montage ou même un peu plus parfois, tout dépendamment de la musique et de l'essence que je veux donner à la vidéo, tu sais. Fait qu'il n'y a pas une vidéo pareille. Mais je dirais qu'en moyenne, je pense que ça doit être à peu près ça, un 8 heures de montage à peu près.
sans compter le tournage qui va généralement être soit une journée ou 2 ou 3 des fois dans certains cas. Là, fait que ça peut ressembler à peu près à ça. Fait qu'il y a à peu près un 4-5 jours de travail derrière chaque vidéo. Puis après ça, ben là, il y a les nouveaux contenus qu'on fait sur TikTok en version verticale. Donc là, il y a un autre travail de montage qui entre là-dedans. Après ça, ben, il y a les publications, répondre aux commentaires, trouver le titre, trouver l'image miniature qui va vous inciter à cliquer sur la vidéo. Fait que ça, les photos. Fait que bref, ça fait beaucoup de temps de travail. Là. En moyenne, c'est bien rare qu'on fait moins de 40-50 heures par semaine chacun de travail pour gagner notre salaire, gagner notre vie. C'est vraiment ça notre travail. Il y en avait des questions par rapport à ça aussi, là, par rapport à c'est quoi notre travail. Bien, ben, ça, c'est ça. Bien, ça, c'est seulement la partie, mettons, en lien avec la place qu'on va tourner, tu sais, la destination qu'on va filmer. Parce que en dehors des places qu'on va filmer, on a aussi notre boutique en ligne à faire la gestion. Tu sais, on a plein d'à côté qu'on doit tenir à jour. Donc, tu sais, tu dis 40 à 50 heures, mais ça, c'est le minimum. C'est ça, tu sais. Le minimum. Nous, on n'a pas de fin de semaine. Nous, on n'a pas de soir, de semaine de libre digne d'un 9 à 5, d'un travail de bureau. Ouais. Mais en même temps, dans un autre sens, on a réussi comme un peu à créer notre métier de rêve. On fait toujours ce qu'on aime. Fait que on compte pas vraiment les heures parce qu'on fait ce qu'on aime. Non, mais dans le sens que si on vous amène avec nous pendant 2 semaines, vous allez voir qu'on n'est jamais ensemble. Dans le sens que... Ben nous, on est ensemble. mais pas avec vous qui allez nous suivre. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais bref, c'est ça. On fait ce qu'on aime, puis on est content de réussir à gagner notre vie. Puis c'est entre autres grâce à vous qui regardez les vidéos, puis qui avez un intérêt pour ce qu'on fait. Puis on travaille très fort à créer le contenu qu'on aimerait voir pour que ça vous intéresse le plus possible. Parce que souvent, avant d'aller à une destination, ben, notre planification derrière la vidéo, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce que j'aurais aimé voir, moi, quand j'ai planifié ce voyage-là? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir d'avance? Puis on essaie de vous livrer ce message-là, puis de le rendre le plus divertissant, le plus beau possible en même temps pour que ça soit intéressant à regarder. Fait que c'est ça qui est le processus de recherche un peu derrière nos épisodes. Puis l'autre volet de la question, c'était par rapport au drone. Bien, le drone, c'est moi qui est le pilote de drone. Ça va toujours dépendre un petit peu de la situation, quand est-ce que je vais faire le pilotage, à quel endroit je vais m'installer. Si on est sur la route, des fois, je vais être installé dans le véhicule ou des fois, je vais sortir selon la complexité de l'image qu'on doit faire. Pour ce qui est des bateaux, ça, c'est la chose la plus difficile, je trouve, pour le drone parce que je ne peux pas atterrir sur l'eau. C'est toujours stressant un petit peu de faire décoller dans la main pendant qu'on est en mouvement puis surtout de le faire atterrir sur un bateau. Bref, je le fais quand je réussis à trouver, quand les conditions sont bonnes, quand on est sur un lac qui est plus calme. Je l'ai fait quelques fois sur des exemples. Je me rappelle, je pense que la fois la plus stressante, là, c'était aux îles de la Madeleine avec Serge. On l'avait fait, mais c'était comme tellement un cadre parfait. Je me disais quasiment, ça me dérangerait pas de perdre le drone pour une image aussi belle que celle-là. C'était tellement beau, puis j'ai tellement eu de fun à la faire. Mais j'étais tellement stressé parce que la mer était quand même assez agitée. C'était un bateau qui avait plein d'obstacles. C'était difficile d'aller le rattraper. Fait que, bref, ça m'a stressé un petit peu, mais ça a donné un résultat incroyable. Ben oui, mais c'est ça. Faut, avec le temps, on analyse notre environnement. Ouais. C'est pas à tous les moments qu'on lève le drone parce que justement, on essaie d'analyser un peu l'environnement pour être certain que ça va être sécuritaire. Puis que ça va être facile de le récupérer après parce que les images, ils sont dans le drone. Fait qu'il faut qu'on réussisse à récupérer le drone à tout prix pour avoir ce qu'il y a dedans. Fait que c'est bien important. La prochaine question, c'est une question qui est profonde, qui va être difficile à répondre. Ça vient de Claude qui nous dit « Après 7 ans d'aventure, comment planifiez-vous les nombreuses années à venir en ayant en tête le renouvellement? » Et il ajoute que c'est toujours intéressant de nous suivre et de nous rencontrer parce qu'on s'est vu, Claude et nous, la semaine dernière, à notre petite rencontre d'abonnés qu'on a faite au Mont Radar. Ça a été super le fun. Puis pour répondre à la question de Claude, je trouve que c'est difficile à répondre. Bien, ce que j'ai en tête, moi, c'est depuis le début du projet Prêt pour la route, on n'a jamais vraiment su où on s'en allait. On a toujours suivi notre passion, on a toujours suivi la météo, on a toujours suivi nos envies, tu sais. Puis on est toujours ouvert. Tu sais, jamais qu'on va planifier de quoi la semaine prochaine parce qu'on se dit, il peut tellement nous arriver n'importe quelle offre. On veut toujours être prêt à partir, à être prêt pour la route. c'est d'où vient le nom. Oui, exact. Donc, tu sais, même nous, sachant pas où est-ce qu'on va aller cet automne ou cet hiver, c'est bien correct comme ça parce que ça fait qu'on
on est ouvert à n'importe quelle proposition, puis ça peut toujours changer, en fait. On est comme une girouette. Je trouve ça difficile, surtout pour moi qui est un gars très cartésien, très de business, ou dans ce domaine-là, dans le domaine des entreprises, on essaie toujours d'être planifié longtemps d'avance, puis d'avoir des prédictions pour notre entreprise pour que ça soit stable, puis moi, on dirait que c'est toujours ça que j'ai en tête, puis j'essaye de planifier, mais on dirait que plus le projet avance, puis plus je me rends compte que c'est l'inverse qui fonctionne, c'est d'être vraiment, de se garder ouvert à toute opportunité. Ouais. Mais en même temps, je pense que même les entreprises d'aujourd'hui ont toutes pas le choix d'être comme ça parce que la technologie évolue tellement vite, tout le monde de la finance, ça change tellement rapidement. On dirait que c'est comme à vitesse grand V. On dirait que c'est comme si avant, c'était tout avancé graduellement. Puis là, on est rendu dans une courbe exponentielle. Puis à chaque année, il faut s'ajuster. Il faut être capable de se revirer complètement la business d'un bord à l'autre. Juste la pandémie, ça a tellement fait de changements. T'sais. Pendant la pandémie, bien, nous, notre créneau, c'est le voyage. On ne pouvait plus voyager. Fait que là, on a mis l'accent sur notre boutique en ligne. On a sorti notre livre. Ça nous a permis de continuer à survivre grâce au projet. Fait qu'il faut être vraiment très, très agile dans son entreprise. Puis je pense que c'est ça qui est la clé de perdurer dans le voir temps. les opportunités, puis de voir toujours que ça fit avec nous, tu sais. D'essayer, c'est ça, de prendre les opportunités puis de les rattacher à notre projet puis à nos passions à travers ça. Fait que c'est dur de planifier. On a comme divagué de la question de Claude, mais c'est tout ça pour dire que... c'est ça. Tout ça pour dire que c'est ça, c'est presque impossible de dire on va être où dans 5 ans. On n'en a aucune idée. Est-ce qu'on va avoir autant la passion dans 5 ans? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être encore pire puis que plus on va avoir voyagé encore d'ici là, plus on va avoir le goût de voyager encore plus? C'est impossible à répondre. Fait que c'était une très bonne question. Oui. La prochaine question nous vient de Manon qui nous remercie de nos précieux conseils depuis ses débuts avec son VR. Et elle, sa question, c'est « Êtes-vous toujours aussi satisfait de votre choix du Lucky ou vous vous ennuyez du luxe de votre belle roulotte Airstream? » Très satisfaite du Lucky. On a tellement travaillé fort dessus. Tu sais, on a été même jusqu'à essayer le prototype de Lucky à ce moment-là, pour justement améliorer notre unité, puis aussi les autres produits qu'elle allait créer après ça chez Lucky. Tu sais, on dirait qu'il n'y a rien sur le marché à ce jour qui arrive à pied d'égalité avec le Lucky. Pour nos besoins. C'est ça, pour nos besoins à nous. On le fait sur mesure, on le fait selon nos besoins actuels, d'être toujours sur la route, d'aller dans des espaces que la Airstream n'aurait pas pu aller. Tu sais, je regrette rien du campeur qu'on a actuellement. Non, pas du tout. Puis même, c'est ça, on fait souvent l'exercice, on visite les salons du VR, on regarde toutes les nouveautés qu'il y a sur le marché tout le temps. Puis à chaque fois, on revient toujours à la fin, à la conclusion de « Ouais, mais c'est pas aussi parfait puis aussi adapté à ce qu'on fait que notre Lucky. » Fait que finalement, on revient toujours au fait qu'on n'est pas dû pour changer pour l'instant. Bien, surtout qu'on veut passer nos hivers au Québec, puis c'est le meilleur moyen de le faire. Ouais, il convient vraiment à tous nos besoins. Mais c'est sûr que pour répondre à la question en détail qui était par rapport à notre Airstream, bien, c'est certain qu'il y a des petits éléments, exemple la toilette, la douche complète séparée qu'on avait, l'espace qu'on avait supplémentaire. C'est sûr que oui, il y avait des avantages à avoir l'Airstream, mais elle nous limitait trop dans les choix de destination, puis c'est pour ça qu'on a fait le changement. Mais c'est sûr que je vous cacherai pas que, exemple, dans le dernier voyage qu'on a fait en Floride avec Alex et MJ l'hiver dernier, on a été dans des campings, on avait la place, on aurait été capable de faire le même voyage avec l'Airstream. Bien, pour ce voyage-là en spécifique, oui, je m'ennuyais de l'Airstream, puis de l'espace, puis du confort qu'on avait, mais pour toutes les autres aventures qu'on a vécues en hiver, le voyage qu'on vient de faire, Labrador, Terre-Neuve, j'aurais jamais fait ça avec l'Airstream. Bref, toutes ces aventures-là. Puis à chaque fois que je me stationne à un endroit où j'aurais pas pu avec l'Airstream, je me rappelle à quel point je suis content de ce choix de véhicule-là aussi. Fait que bref, pour l'instant, il n'y a pas de véhicule qui répondrait mieux à nos besoins. Donc, c'est pas vraiment un enjeu en ce moment. Je pense que si un jour on se départit de notre Lucky, ce ne sera pas pour nécessairement un autre véhicule ici, mais plutôt pour aller soit vers l'Europe, puis aller vers un autre véhicule sur un autre continent. Ça sera peut-être ça la raison si un jour on s'en départit, mais c'est pas prévu à court terme. Puis il y avait beaucoup de questions là, par rapport à ça, englobées sur le sujet du style de VR, puis si on prévoyait changer. Mais pour l'instant, non. Pour répondre à la question, on n'a pas l'intention de changer de véhicule.
Mais on est toujours ouvert, puis peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose qui va plus nous intéresser. Mais même dans tous les modèles 2024, il y avait aussi des questions par rapport à ça, là, mais même les nouveaux modèles, il n'y a rien qui nous intéresse plus. Mais c'est On ça. est tellement petit puis prêt à prendre la route. On n'a pas toute la gestion de piner, les eaux noires, tu sais, toute la manipulation qu'on faisait avec une roulotte, on l'a pu, tu sais, on dirait qu'on a évolué dans cette section-là, dans ce créneau-là. Donc, ça serait dur un peu de retourner dans cette ancienne vie-là de manipulation d'objets. Je pense que pour qu'on change de VR, ça va soit prendre un nouveau projet de voyage ou soit un élément qui change dans notre vie ou dans notre style de vie. Soit si, exemple, on veut moins voyager puis ou on fait une famille puis qu'on a besoin de plus grand ou peu importe ce serait quoi la raison, mais ça va prendre un changement drastique de vie pour qu'il soit plus adapté à nos besoins. Puis à ce moment-là, on changera puis on sera ouvert. Mais pour l'instant, il convient à nos besoins. La prochaine question nous vient de Nathalie. Elle demande pouvez-vous me dire si vous allez prendre un autre chien? On se retient à tous les jours. C'est pas facile de ne pas aller chercher un autre chien. On s'ennuie beaucoup de notre beau Snoopy. Mais il faut dire que on avait notre premier chien avant de commencer à voyager en roulotte. Après ça est venu Monsieur Bond. Mais si on avait à recommencer puis on savait qu'on allait devenir des nomades comme ça, je suis pas certaine qu'on aurait un autre chien. C'est bien juste parce que, tu sais, c'est des membres de la famille, on prend nos responsabilités, tu sais, C'est ça, on recommanderait pas à quelqu'un qui en a pas puis qui veut aller sur la route d'aller s'en chercher un parce que c'est sûr que c'est... À moins que c'est quelqu'un de passionné, qui est vraiment dédié, qui est dévoué au bien-être de son animal. Puis qui est bien conscient de toutes les limitations que ça va apporter dans le voyage. Parce que il y a tellement de choses on a tellement investi d'argent pour rendre confortable à nos chiens, nos véhicules, que ce soit d'avoir l'air climatisé. Tu sais, on pourrait assurément survivre sans l'air climatisé dans notre véhicule. Mais nous, on a fait un gros setup pour qu'on soit même autonome avec l'air climatisé, sans génératrice à temps plein pour les chiens. Parce que nous autres, on l'allume très rarement parce qu'on essaie d'économiser nos batteries, mais quand c'est pour leur bien-être à eux, bien, on le fait. Après ça, bien, il y a toutes les randonnées on s'empêche de faire parce que les chiens ne sont pas acceptés. Il y a plein d'endroits qu'on voyage pas. Ou bien, comme là, présentement, M. Bond, il vieillit, donc il ne peut plus faire des randonnées comme avant. Donc, on doit le laisser, si on veut en faire une randonnée, on doit le laisser dans le campeur. Ça limite la durée de nos sorties, ça limite nos choix de destination, ça complique nos déplacements. Exemple, l'Europe, ben, on s'empêchait de le faire parce qu'on ne voulait pas envoyer Snoopy en soute. On l'a fait avec M. Bond parce qu'il pouvait venir avec nous dans l'avion, en cabine. Fait que toutes ces limitations-là font que, personnellement, on n'ira pas s'en chercher un autre à court terme. Ou en tout cas, si on va en chercher un autre, dites-nous-le parce qu'on ne devrait pas. Mais c'est vraiment... Nous, on est des gens qui adorent les chiens. On arrive d'un événement El Campo où on a vu des beaux chiens, dont un qui ressemblait beaucoup à Snoopy. Puis à chaque fois que j'en vois un, je me dis je vais m'en chercher un autre. Là, c'est pas grave, toutes les limitations. Puis après ça, je me rappelle que si je veux continuer à faire des aventures plus poussées, puis c'est limitant. On dit pas qu'on n'en aura jamais un autre, mais pour l'instant, c'est pas dans les plans, puis on essaye de se retenir de ne pas en avoir un autre. On se contente du petit Monsieur Bond pour l'instant. On essaie d'y donner toute notre attention pendant qu'il est encore avec nous. Il y a toute notre attention, Alex. Il y en a beaucoup maintenant. Ou toi, t'essayes, mais moi, il y a toute mon attention. Prochaine question nous vient de José on the go. José qui nous demande qu'est-ce qui a été le coup de pied qui nous a poussé à partir? Quelles ont été les étapes les plus compliquées à passer à travers avant de partir prendre la route? Et on s'y est préparé pendant combien de temps? Ben nous, dans le fond, comment ça s'est déroulé? C'est qu'on planifiait de partir, mais ça n'a pas fonctionné la première année. Fait qu'on s'est dit, ben c'est simplement pas notre temps parce qu'il n'y a rien qui fonctionne dans ce qu'on essaie. Donc on a été patient, puis on s'est réessayé l'année d'après. Et là, toutes les choses se sont placées. Oui, mais je pense qu'on a fait en sorte que ça se place parce que on a poussé, mais c'est juste que la première année, poussait, mais ça donnait rien. Bien, on poussait, mais je pense qu'on le voulait pas autant que la deuxième fois, dans le sens que la première année qu'on avait voulu organiser ça, mais attends, tu vas te rappeler de quelque chose, c'est qu'on n'était pas prêt à faire le sacrifice de louer notre maison puis de mettre de côté ce paiement-là qui nous limitait.
puis on n'était pas prêt au fait que des gens allaient habiter dans notre maison pendant notre voyage. Puis on essayait d'avoir le beurre et l'argent du beurre, dans le sens qu'on voulait voyager, mais en plus d'avoir notre maison. Là. Quand on voulait faire l'Ouest canadien, là, le premier voyage. Puis en plus, moi, j'étais travailleur autonome, c'était difficile de prendre des vacances. Le télétravail, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Fait que bref, c'était comme pas possible. Tandis que la deuxième fois, là, on a vraiment on a fait le gros step de mettre notre maison à louer puis de se dire, c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui habite notre maison, puis on veut partir à tout prix. Puis quand on a mis notre maison à louer, ça s'est fait en une journée. On a réussi à la louer pour 1 an. Puis là, ben, on avait quelques mois pour se préparer, je pense 4 mois à peu près pour préparer notre départ avant que les locataires rentrent dans la maison. Puis c'est vraiment ce qui a confirmé notre départ. Puis on a tout mis en œuvre pour modifier notre vie pour être capable de voyager à long terme. Fait que ça a été un peu comme ça l'histoire rapide là, de notre départ. Mais je pense que si vous voulez vraiment savoir tous les détails, on le raconte en détail dans notre livre, toute la transformation de cheminement vers la vie nomade. Si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui t'intéresse, José, on t'invite à te procurer notre livre qu'on a sur notre boutique en ligne, qui raconte tout ça, entre autres, et après ça, nos aventures sur la route. Mais le début du livre est vraiment consacré là-dessus, à notre cheminement vers la vie sédentaire, où on était des gros consommateurs. Nos activités, c'était de dépenser la fin de semaine dans les magasins. On faisait que ça, à une vie minimaliste en ayant le moins de choses possible et en voyageant le plus possible. Fait que bref, si ça t'intéresse, on te conseille fortement la lecture de notre livre. C'est drôle, Alex, parce que je pensais que c'était la partie de quand on a vendu la maison. Ah, OK, toi, tu voyais plus loin là, dans l'histoire, c'est pour ça? Mais je comprends, oui. Ben oui. Oui, parce que ça a été un autre cheminement après ça, parce que là, moi, je parle du premier voyage qui était plus un essai de la vie nomade, alors que toi, tu étais plus vers la vie nomade complète de tout vendre. Vendre la maison... Ça a été un autre niveau, là, vraiment. OK. Voilà. On va prendre 2 dernières questions. La première des 2, ça va être la question de Julie, qui nous demande « Est-ce qu'on s'ennuie d'être nomade, puis est-ce qu'on va repartir cet hiver et quelle sera la destination si on y a déjà répondu? Puis est-ce qu'on s'est fait souvent fouiller aux douanes? » Bref, il y a comme plusieurs questions dans sa question. Mais moi aussi, j'ai une question. Est-ce que s'ennuyer d'être nomade, c'est-tu parce qu'on a un pied à terre qu'on n'est plus nomade? Bien, parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, au fait qu'ils s'ennuient de quand on était nomade, mais en réalité, je pense qu'il y a eu une grosse incompréhension depuis qu'on a acheté notre condo, parce que, en fait, notre appartement qu'on a acheté pour les Français, parce que condo, j'ai appris que c'était qu'au Québec qu'on appelait, bien au Québec, en Amérique qu'on appelle ça comme ça, c'était pour combler nos trous vides entre nos aventures où, avant ça, on était obligé d'être stationné chez ta mère, puis de dépendre de tout le monde. Mais en réalité, depuis qu'on a notre appartement, on ne voyage pas moins qu'avant. On est autant nomade. C'est vraiment juste que quand on revient, au lieu de se stationner chez ta mère, bien là, maintenant, on a notre coin à nous, où on est chez nous. Mais on voyage tout autant. Je ne sais pas si vous avez pu suivre nos voyages des dernières années, parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, les plateformes des médias sociaux vous montrent peut-être pas toutes les vidéos qu'on produit. Fait que si jamais vous voulez pas rater aucun épisode puis toutes les voir, rendez-vous sur prêtpourlaroute.com. Je vais vous mettre le lien dans la description. Puis j'ai mis un petit pop-up, vous allez pouvoir laisser votre adresse courriel. Puis j'envoie un courriel à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas vu les derniers voyages. Parce que juste depuis, exemple, la pandémie, on a fait l'Ouest canadien, l'Ouest américain, on a fait presque le Québec en totalité. Après ça, un autre road trip en Floride avec Alex et MJ. La Basse-Côte-Nord, le Labrador, j'en oublie sûrement, mais ça, c'est juste depuis la fin de la pandémie, en 2 ans. Aussi, on a fait, l'Europe. Fait qu'il y a à peu près, il doit y avoir au moins... On n'a pas arrêté. On a tellement voyagé, on s'en est même brûlé. Oui, on a été même fatigués, puis c'est ce qui a mené un peu à l'achat du condo, justement, pour revenir recharger nos batteries entre les aventures. Puis je pense que pour tous les gens nomades, la plupart des gens qu'on connaît qui font une vie nomade, finissent toujours par prendre un petit break à quelque part. Soit ils continuent à demeurer dans le VR, mais ils ralentissent le voyage une certaine période par année. Puis même nous, au Québec, on a des lois qui nous obligent pour conserver notre admissibilité à l'assurance maladie, puis tout ça qui nous oblige à passer au moins 6 mois au Québec. Donc, on n'a pas le choix de ne pas être sur la route comme on le voudrait à temps plein, à moins de vraiment s'expatrier complètement. Puis, mais nous, c'est pas dans nos ambitions. Mais sinon, je me dis, pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous depuis peut-être juste seulement 2 ans, sur YouTube, sur notre plateforme à nous, il y a un hélicoptère au-dessus de nous. On va attendre qu'il passe. Voilà.
Donc, c'est ça pour ça que ça fait pas longtemps que vous êtes des nôtres, puis vous commencez nos vidéos. La meilleure façon de revisionner ou de visionner pour la première fois nos vidéos, c'est sur la plateforme YouTube. En allant sur notre page à nous, Prêt pour la route, il y a l'onglet vidéo. Et à cet endroit-là, vous allez pouvoir retrouver les 490 et quelques vidéos qu'on a produites. Tout dans l'ordre. Dans l'ordre, soit croissant ou décroissant, vous pouvez choisir. Et vous allez tout voir dans l'ordre de notre histoire, de nos débuts jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui les avaient peut-être pas toutes vues, parce qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à ça, au fait que les gens pensent qu'on ne voyage plus, mais en réalité, on a voyagé autant, sinon plus, dans les 2 dernières années. Surtout depuis l'après-pandémie, on n'a pas arrêté vraiment de voyager. Parce que sur Facebook, c'est dur à retracer, je trouve. Ouais. C'est un peu moins bien fait pour ça. Oui, puis c'est aussi plate parce que les plateformes, même si vous êtes abonné à notre page, même sur YouTube aussi, vous ne recevez pas nécessairement une notification à chaque fois qu'il y a une vidéo, puis vous n'allez pas nécessairement la voir tout le temps dans votre fil d'actualité. Fait que des fois, si vous n'avez pas le réflexe d'aller les trouver, les vidéos, ben c'est plus difficile à suivre. Puis là, ben justement, peut-être que vous en avez manqué des bouts, parce qu'on en a fait pas mal des voyages. Sur des plusieurs sujets. Ouais. Fait que bref, il y a du rattrapage en masse pour ceux qui traitent de voyage puis qui veulent suivre les vieilles Fait que nous, on va prendre vidéos. 1 an de pause de vidéo pour que vous allez rattraper. Non, c'est pas vrai. Rattrapier. Puis, on est rendu à notre dernière question. Oh non! Mais j'ai le goût de faire quelque chose. On faisait, en fait, vous avez mentionné que parmi tous ceux qui allaient poser des questions, on allait faire tirer une casquette. Puis là, ben, tant qu'à faire quelque chose d'aléatoire, la dernière question, ce sera cette personne-là qui va remporter la casquette. Hein? Ça va être notre compte. Ma notre mère! tirage Non, en c'est pas même vrai. temps. Non. Ben, il y avait une question. OK, parce que tu choisis. Ben oui, mais je sais pas c'est qui la personne, mais la question, je la trouvais tellement bonne que c'est celle-là qui va remporter la casquette. Ah, puis en plus, elle nous avait flatté dans le sens du poil en plus. OK. La gagnante, c'est Virginie Bouchard, qui avait une très bonne question, qui nous demande quel a été le moment le plus touchant de nos aventures. Puis elle ajoute que nos aventures la motivent encore plus et que la casquette est trop belle en jeans. Hein? Fait que ça, je pense qu'elle va être bien contente, Virginie. Félicitations, tu as remporté la casquette en jeans du Celle jour. qu'Alexandre porte. Ben, peut-être pas celle-là, là, parce qu'elle est un petit peu sale, mais Voilà. on va t'en donner une flambe en neuve, Ouais. Virginie. Mais pour le moment le plus touchant de nos aventures. Ben, il y en a un qu'on a filmé, là. C'était justement notre road trip vers l'Alaska. Ouais, je On pense venait de traverser les douanes. que... ouais. Puis c'était comme la réalisation d'un immense... projet là, à long terme. Là. Oui, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'on travaillait pour qu'on y arrive. Tu sais, c'était à ce moment-là la vente de la maison. Puis Ouais. qu'on... On avait travaillé tellement Si fort on vendait pour tout pas, faire. si on vendait pas, on pouvait pas faire à cet été-là ce voyage en Alaska, mais tout s'est bien placé dans l'ordre pour qu'on puisse le réaliser. C'était un gros rassemblement d'émotions parce que tu avais Oui. justement la vente de la maison, la confirmation qu'on allait vers un mode de vie nomade pour longtemps. Tout ça en 2018. Tu sais, on partait la destination la plus loin qu'on avait jamais faite. On avait Ouais. roulé 12 jours pour se rendre jusque-là. On était vraiment motivés à mettre toutes nos énergies dans le projet pour la route, prêt pour la route. C'était comme le début justement où on s'est dit, OK, on met le paquet puis on travaille super fort sur notre projet pour que ça devienne ça notre vie, de faire des vidéos. Fait que quand on est arrivé en Alaska, c'était comme, on a traversé la frontière, le paysage était magnifique, tout le cadre était parfait. Puis je pense que ça a été le moment le plus, les plus grosses émotions qu'on a vécues en voyage, autre que à chaque départ de dire salut à nos proches ou quand nos proches arrivent, puis tout ça, c'est toujours des moments émouvants, Ouais. mais je dirais pour ce qui est d'un moment d'aventure, ça serait probablement ça le moment le plus touchant qu'on a vécu. Mais tu sais, il y a plein d'autres moments d'excitation, d'émotion qu'on a vécu. Les plus beaux moments de notre vie sont depuis les 7 dernières années qu'on a vécu sur la route. Mais je pense que ça a été ça le point culminant. Fait que non, les amis, c'est pas fini, prêt pour la route, Pas ça du tout. continue. On a vraiment la piqûre du voyage, de la découverte. On est des gens passionnés et on veut jamais arrêter de vous partager ce qu'on fait parce que c'est autant bon pour nous, autant bon pour vous. Oui, puis tout est dans l'évolution et l'équilibre, je pense, pour un projet comme ça. Puis c'est important de s'écouter dans tout ça. Puis même si oui, je sais que des fois, on prend des décisions qui ne plaisent pas nécessairement à tout le monde parce que ça ne crée pas nécessairement le contenu que vous aimeriez voir. Mais il faut savoir que nous, là-dedans, c'est un projet qu'on ne fait pas juste pour vous, mais on fait aussi notre vie aussi. Ah Fait qu'on oui. prend les décisions aussi en fonction de ce qui nous convient à nous pour qu'on soit heureux sur la route puis que le projet continue. Parce que si on le faisait
que pour ce que les gens nous demandent tout le temps, ben si c'est pas ce que nous on veut, on n'aurait pas la même passion puis le même plaisir à le faire. Puis là, ben, cette année, c'était d'avoir notre petit coin chez nous pour nous reposer, recharger nos batteries. Ça fait longtemps qu'on essayait de trouver le petit pied à terre qui nous manquait pour que notre setup soit parfait, pour qu'on soit le plus heureux possible, puis que ça nous redonne le goût de voyager. Puis on travaille fort. On c'est ça qui est le travaille fun, super je pense. fort. Oui, vous avez le résultat final en vidéo, mais qu'est-ce qu'il y a du travail à travers? Tu sais, il y a beaucoup... Quand nous, on prend la route, bien des fois, la radio est à off parce qu'on est dans notre tête, on échange, on planifie, on réfléchit à comment qu'on pourrait arriver à nos rêves. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est un peu le... Tu sais, oui, on dirait que YouTube nous paye pour qu'on aille un condo, un Lucky, ah ouais donc, mais non, on a travaillé fort Ouais. en 7 ans, tu sais, c'est pas rien. Je pense que... Non, puis tu sais, quand on a commencé le projet, on le faisait pour les bonnes raisons, puis on essaie de le faire encore aujourd'hui pour les bonnes raisons, dans le sens que au début, Prêt pour la route, ça n'a jamais été notre ambition que ça devienne une business, que ça devienne notre source de revenus principale. C'est venu avec le temps, avec la passion, avec le plaisir. On aimait tellement Puis ça on a qu'on vu, voulait... on a vu que c'était possible de vivre de ça. de notre passion. Ouais. Puis là, ben, on est arrivé où on voulait. C'est ça qu'on voulait, d'être capable de vivre de notre passion. Puis on est heureux de... On surfe la vague de Ouais. notre rêve, de nos rêves. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais grâce à vous, on essaie de l'étirer le plus longtemps. Puis on Ouais. espère de vivre ces beaux moments-là avec vous, puis de vous les partager à toutes les étapes de tout ça. Fait que merci à vous de nous supporter puis de nous suivre dans toutes ces belles aventures-là. Puis nous, ben, c'est là-dessus qu'on va conclure notre question-réponse d'aujourd'hui. Mm. J'espère qu'on n'a pas fait de quoi de trop long et de pas écoutable. Ben là, J'espère que vous allez apprécier. Puis on répétera peut-être l'expérience l'année prochaine pour d'autres questions. Puis on verra où on sera rendu dans la vie, rendu là. Fait que merci à tous et à la prochaine. bye. Il y avait Alex MJ qui se demandait c'est qui nos amis de voyage préférés. Oui, c'est vrai, il y avait une question d'eux autres. Ben, c'est eux autres. C'est eux autres. C'est soit qu'ils le savaient déjà puis qu'ils voulaient remporter la casquette, ou je sais pas, mais c'est vous, les amis.